Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Et aujourd'hui, on retourne dans ma timeline et ma fin des temps. Et c'est une énorme bataille que vous aviez choisie sur Twitch. Elfe Sylvain contre Homme-Bête. Alors, cette bataille rentre bien dans le cadre de la fin des temps de la chaîne. Donc avec ma Prime Time, c'est la nouvelle qu'on fait après la mise à jour que vous avez eue il y a 2 semaines. Et c'est une bataille que j'attendais avec impatience. Ça fait des années que Alarielle, la reine des hauts elfes, et Ariel, malade, en train de mourir, avec Athel Lorraine accompagnée d'elle, sont ensemble dans le chêne des âges. Elles se sont toutes les deux mises ensemble. Alarielle un petit peu pour payer sa dette envers Durtu qui avait sauvé les enfants de la première reine éternelle lors de l'incarnation du chaos, et Ariel qui est là bien sûr pour tenter de sauver la trame de la vie, et le chaos surdimensionné de puissance l'affaiblit de plus en plus. Le pouvoir d'Isha n'a plus le choix, il faut qu'elles fusionnent l'une et l'autre. Alarielle disparaîtra, Ariel évoluera d'une nouvelle manière. Oui, parce que dans ma timeline, je suis plutôt pro Elfe Sylvain, donc ça sera Ariel qui va être au-dessus et pas Alarielle, parce que voilà, faut arrêter les conneries. Et tout simplement, pour moi, ça ne se passe pas dans le roman, mais j'ai rajouté cette bataille. Le chaos ne peut pas laisser passer ça. Ça ferait la première incarnation véritablement d'une puissance de vent de magie, c'est-à-dire le vent de la vie lui-même, la trame de la vie elle-même, qui aurait son premier avatar sur la planète. Ça serait donc un ennemi de poids, vu que Nagash n'est pas revenu encore à la vie ou quoi que ce soit. Donc, ça serait dommage que le chaos n'attaque pas Athel Lorraine, sachant qu'Athel Lorraine est en énorme difficulté. Ariel n'est pas là pour la protéger, et Orion est pas omnipotent, il peut pas être partout. Donc, on avait compté pour notre timeline que les Hommes-Bêtes ne peuvent pas laisser passer ça, bien évidemment, et l'ennemi héréditaire d'Athel Lorraine, celui qui est l'un des ennemis principaux de Ariel et de tous les esprits de la forêt, Morgur, ne pouvait pas laisser passer une occasion comme celle-ci. Les puissances de la ruine le pousseront en avant pour attaquer Athel Lorraine. Et c'est ce qui se passe. Comme vous l'avez compris, Athel Lorraine est ravagée par les Hommes-Bêtes de l'intérieur, déjà rien qu'en ça, mais aussi un peu de l'extérieur. Orion fait tout ce qu'il peut pour protéger l'endroit. C'est pour ça qu'Orion n'est pas sur cette bataille, car Orion, respectant la chasse sauvage, balaye les contours d'Athel Lorraine pour empêcher des invasions. Mais bien entendu, l'ennemi viendra de l'intérieur. Morgur va attaquer le chêne des âges. Alors, ça paraît bizarre qu'il attaque le centre névralgique de Athel Lorraine sans résistance sur d'aucune sorte, mais ce n'est pas n'importe quel Morgur qui attaque, c'est le Morgur exalté. C'est une figurine qui n'existe pas dans le monde de Warhammer Games Workshop, parce que les Hommes-Bêtes n'ont pas de V8, ils n'ont qu'une V7. Et je remercie Vlast pour avoir donné un nouveau up à ce personnage, vu qu'il a fait son fanbase des Hommes-Bêtes, pour en gros la V8 des Hommes-Bêtes, que je vous invite à aller voir. Vous avez le lien de son Discord dans la description de la vidéo. Et tout simplement, Morgur sera beaucoup plus puissant. Il sera beaucoup plus puissant, il gagne des attaques empoisonnées, il gagne une régénération, il gagne plus d'endurance, plus de force, plus de PV, plus d'attaques. Bref, il coûte aussi beaucoup plus cher, bien évidemment. Il conserve son fait de faire popper des enfants du chaos par la simple corruption qui émane de lui, bien évidemment. Et il sera également accompagné de Ungroll 4 cornes, parce que c'est un perso qu'on voit jamais, et on s'est dit, on va le mettre, vu qu'il faut bien que je joue quelques Ungor en lien avec les Hommes-Bêtes de la chaîne. Donc ça, c'est l'ennemi héréditaire de la partie. C'est Morgur, accompagné d'Ungroll 4 cornes. De l'autre côté, du côté Elfe Sylvain, Ariel n'est pas jouable du tout. Déjà qu'elle n'a pas ses règles, elle en aura peut-être si je gagne le scénario ou pas. Et Alarielle non plus. Alarielle, la reine des hauts elfes, est bien présente sur la table, vous la verrez, il y a une petite figurine qu'on m'a offerte, merci Céléfarne, mais elle sera là en termes de point d'objectif. Il n'y a donc aucun des grands héros d'Athel Lorraine elfique qui sera présent. Il n'y a pas Durtu, il n'y a pas Orion, il n'y a pas Ariel, il n'y a pas Alarielle des hauts elfes. Par contre, comme je viens de le spoiler, il y aura bien évidemment Durtu. Durtu n'est pas vraiment là pour protéger seulement la reine des elfes, il est aussi là pour protéger le chêne des âges. On va pas déconner. Et surtout,
Ariel a ses protectrices, ses propres mêmes émanations de pouvoir qu'elle a créées d'elle-même. Nestra et Aran, bien sûr, qui sont mes persos préférés de Warhammer. Et ce duo-là, donc, va s'allier à Durtu pour protéger la ligne contre les Zombettes. C'est une dernière ligne à faire. La partie que vous aviez demandé sur Twitch, ça a été un vote de la communauté, cette partie, les Zombettes contre les Elfes Sylvains, d'où ce scénario que je vais vous expliquer juste après, et aussi les points d'armée. Il y avait 3500 points demandés par la commune de chaque côté. Mais vu que je suis joueur Elfes Sylvains, que je ne pouvais pas laisser quelqu'un d'autre jouer cette partie du côté des Elfes Sylvains, je les ai commandés et je connais mon chat, je connais mes viewers, vous allez encore dire que je suis pro Elfes Sylvains. Donc, déjà pour commencer, le scénario ne va pas être 3500 points contre 3500 points. Je vais donner 3800 points aux Zombettes en face contre seulement 3200 points du côté des Elfes Sylvains. De plus, l'armée étant basée sur Durtu en général, je compte que 4 régiments elfiques sur 3200 points. Tout le reste n'est que des esprits de la forêt. Je rappelle que les esprits de la forêt sont beaucoup moins puissants que les elfes dans les bois. Donc, pour ce qui est du scénario, qu'est-ce que c'est que le scénario qu'on a prévu pour quand même l'assaut du chêne des âges? Faut pas déconner, mais c'est quand même une espèce d'assassinat ciblé fait par des Zombettes. Le scénario est extrêmement simple, c'est un scénario en points qui va durer à chaque tour. C'est-à-dire qu'à chaque tour, on va marquer des... Enfin, l'homme-bête va marquer des points, et moi le but c'est de buter le plus d'hommes-bêtes possible en restant en défense. Donc ça va pas être très facile pour les Elfes Sylvains de rester en défense, ils sont plus faits pour harceler. Le but du jeu est très simple, chaque unité des hommes-bêtes, y compris les unités qui peuvent être invoquées soit par Morgur, soit par la magie, vont provoquer de la corruption sur Athel Lorraine. On est au chêne des âges, hein. Plus il est corrompu, moins c'est bon. Et tout simplement, il y a 4 zones de corruption. Voilà, c'est pas très compliqué. La zone de déploiement des hommes-bêtes ne peut pas faire de jet de corruption parce que c'est leur zone de déploiement, ils vont pas rester en défense, ça veut dire que moi je devrais attaquer, alors que le but c'est quand même d'aller choper le chêne des âges. Donc les hommes-bêtes, s'ils restent dans leur zone de déploiement, chaque régiment ne pourra pas corrompre l'endroit. Par contre, s'ils vont dans le No Man's Land de leur côté, le No Man's Land fait 24 pas, s'ils vont dans les 12 pas qui sont le plus proches de leur zone de déploiement, eh bien chaque régiment apportera un point de corruption en fin de tour sur un 6. Voilà, ils sont très nombreux, hein, vous allez voir, et puis ils peuvent faire popper des unités, donc c'est assez dur pour moi. S'ils vont dans le No Man's Land des 12 pas de mon côté, ils vont tous corrompre l'endroit sur des 5+. Je confirme bien qu'il faut bien que tout le régiment ait passé la ligne et pas seulement la moitié. Donc déjà, tout le monde sur des 5+, ça va commencer à être très compliqué. Et si jamais ils vont dans ma zone de déploiement, ils feront de la corruption sur 4+. Morgur étant présent sur la bataille durant toute la game, quel que soit son endroit où il sera, il va apporter un point de corruption sur un 2+. Voilà. Morgur est son unité, hein, bien sûr, c'est là l'endroit où il est, parce que oui, on l'a mis dans une unité alors qu'il est indémoralisable, mais il n'est plus indémoralisable dans son unité. Par contre, si l'unité est détruite, il deviendra indémoralisable. Donc voilà, le but c'est d'avancer pour les hommes-bêtes et de marquer des points de corruption. Et qu'est-ce que c'est les points de corruption? À quoi ça sert? Eh bien, c'est tout simple. Si le joueur homme-bête qui est Frametto, s'il fait 6 points de corruption, ça va être très vite, hein, vous imaginez le nombre de 6 qu'il a à faire dès le premier tour pour faire 6 points? C'est très facile à faire, hein. S'il fait 6 points de corruption, eh bien c'est tout simple, il n'y aura aucun héros légendaire Elfe Sylvain qui peut être amené à la vie durant cette partie. Donc si Nestra et Aran sont tués, elles sont tuées, terminées, finito. J'ai très peur. Hein. S'il fait 9 points de corruption, aucun seigneur Elfe Sylvain n'aura de points de destin. S'il meurt à cette bataille, il sera détruit, car la puissance de la vie sera limitée pendant trop longtemps. On ne pourra pas réinvoquer le pouvoir de la vie pendant ce temps-là, ce qui fait que si jamais Durtu meurt à 9 points de corruption, Durtu n'apparaît plus dans la fin des temps. Il est mort définitivement. Et si jamais on arrive à 12 points de corruption, 12 points étant le palier ultime, facile à faire aussi, si on arrive à 12 points de corruption, Morgur a corrompu la fusion entre Ariel et Alariel, ce qui fait qu'elles seront beaucoup moins puissantes, voire peut-être, on verra sur un jet de dés très certainement à la fin, voire peut-être la fusion n'aura pas lieu et le chaos aura gagné. Par contre, chose importante, si Ungroll Catcorn et Morgur sont morts, la partie s'arrête. On finit le tour
On jette les derniers points de corruption de la mort de Morgur à l'endroit où il est mort, plus toute la carte autour de lui. Tout aussi encore des unités hommes-bêtes autour, j'en sais rien, autour 6. Il meurt autour 6. Et bien à la fin du tour, il y a quand même tous les jets de corruption qu'ils ont fait. Donc en plus, c'est de l'usure. Si jamais Morgur et Ungol 4 corps sont morts, la partie s'arrêtera à ce tour-là et on comptera les derniers points de corruption. Seulement 12 points à atteindre pour gagner le scénario. Donc c'est pas facile du tout pour moi en termes d'être Sylvain. Sachant que j'ai 600 points de moins en termes de game, je mets vraiment des malus. Par contre, je me suis mis un seul bonus. Toute la table compte comme une forêt. Vous allez me dire, ah bah ouais, c'est pété. Alors déjà, on est en Natal-Lorraine, ça aurait été un peu con que la forêt ne soit pas présente ici. Mais surtout, n'oubliez pas que je n'ai que 4 régiments elfiques. C'est les seuls qui ont des bonus dans les bois, hein, véritablement. Le reste, c'est des esprits de la forêt, ils n'ont aucun bonus dans les bois. Donc voilà, c'est pas vraiment embêtant. On a compté quand même le fait, pour le bienfait du scénario et pour pas game breaker directement le jeu, que les bonus de rang, etc., l'indomptabilité comptent quand même si on est dans des forêts. Sauf les 3 forêts qui sont sur la table, qui sont des forêts mystérieuses. On joue très rarement les décors mystérieux dans Warhammer, normalement c'est très présent. On les joue très rarement sur cette chaîne, donc on avait décidé de faire ça. Donc la bataille, dès qu'on rentrera dans un bâtiment, dans une des 3 forêts, eh ben, on jettera un dé pour savoir qu'est-ce que c'est, et on sera tous attaqués, autant les Sylvains que les hommes bêtes, si c'est des forêts qui sont pas contentes. Également, chose importante, c'est une fin des temps, le chaos est fort, hein, bien évidemment, donc les hommes bêtes de Morgur étant des sujets du chaos universel, je remets la même marque universelle, c'est officiel, hein, c'est lancé, que vous avez eu dans l'énorme bataille qui se lève impériaux et nains contre guerriers du chaos, hommes bêtes et démons. Les hommes bêtes de Morgur étant des chaos universels, vu qu'il est le chaos lui-même, Morgur, eh bien, il possède la relance du chaos. C'est-à-dire que Frametto pourra décider pour chaque régiment, et s'il y a des héros dans le régiment, au moment où il décide pour le régiment, le héros doit faire pareil, il aura le droit à tout rejeter en termes d'un seul jet. C'est-à-dire il peut relancer tous ses touchés, tous ses blessés, son jet de charge, son jet de commandement, etc., etc. Mais une seule fois par unité pendant la bataille. Il fait que ça va être très très violent. Donc voilà le scénario, les hommes bêtes doivent avancer, plus ils avancent, plus leur corruption est facile, dès qu'ils atteignent 12 points, ils ont gagné la game. Ça va être très très dur pour moi de faire ça. Donc je vais vous présenter les listes d'armées assez rapidement parce que déjà la présentation est assez longue. Donc l'armée de Frametto est organisée autour de 3800 points d'hommes bêtes et bien entendu de Morgur. Morgur coûte 370 points sur la version de Vlast. Je l'ai capé à 350 parce que j'ai pas mis tous les bonus que Vlast a mis dessus. Donc il est capé à 350. En gros, il est au même tarif que Gortor. Voilà, si vous voulez des références. Sinon, derrière, après, en unité qui accompagne les hommes bêtes, il y a 2 autres seigneurs, parce qu'on est quand même à presque 4000 points. Vous savez, ça fait cher. Hein. Il y a un grand chaman niveau 4 de la sauvagerie, car Frametto a décidé de prendre full sauvagerie. En même temps, il n'est pas bête, il peut invoquer gratos des gorgons ou des sigors sur la table, sachant que plus il est nombreux, plus il fait de la corruption, c'est pas con du tout. Alors, en termes de lore, c'est tout simplement, il appelle les autres hommes bêtes qui sont en train de combattre Orion un peu plus loin, et il invoque des sigors et des gorgons sur la table. Donc un grand chaman niveau 4. Il aura également, vous aurez la description de la magie dans la description de la vidéo, sinon ça va durer trop longtemps. Il a également un seigneur minotaure qui est tout nu, par contre il a aucun équipement, qui accompagne un petit peu du monde. Il y a un chaman niveau 2, également de la sauvagerie, qui a le parchemin de dissipation. Il a un chef homme bête qui a la couronne de commandement, l'épée de frappe, la peau noueuse, la grande bannière, l'armure lourde et le bouclier. Le mec est tanky as fuck et en plus il est tenace. En unité de base, il a 3 x 30 gore en double arme avec musicien et étendard. Question de mettre full gore. Il a 2 x 12 pillards Ungor et il a 21 Ungor avec un Groll 4 cornes, musicien et étendard qui vont accompagner Morgur. Sachant que voilà, Morgur il a besoin d'unités pas très chères qu'il tue sur un 3+ de sa propre armée à chaque début de phase de magie. Ça coûte pas de vent de magie, hein. C'est juste qu'à chaque 3+ qu'il fait au début de phase de magie, de sa phase de magie, il fait popper un enfant du chaos. Donc autant le mettre dans des Ungor. En gros, il bouffe ses propres Ungor pour faire popper des enfants du chaos. Et on trouvait ça drôle de mettre Morgur dans les Ungor. Ça fera une belle définition de la chaîne. En unité spéciale, 25 Bestigors seront présents avec le musicien l'étendard et l'étendard discipline dedans.
question de pouvoir accompagner le Seigneur Minotaur et la GB, ça va être extrêmement violent. Il y a 5 Centigores qui seront présents avec musiciens et étendards parce qu'on les joue pas assez. Il y a un char à Razorgore, donc c'est bien un char avec un gros sanglier à l'avant. Il y a 6 Minotaures, armes lourdes, musiciens et étendards. Et enfin, en unité rare, il y a un Gorgon et un Sigor. Quasiment toute l'armée Hombette est sortie sur la table. Quasiment toute l'armée Hombette, je crois bien que c'est ça. Donc 3800 points jouables, des niveaux 4, des niveaux 2, Morgur, Ungroll qui va peut-être faire quelque chose, on pourra voir, c'est aussi un petit sorcier. Hein. Plein d'hommes bêtes, on va pouvoir voir. Et de mon côté, 3200 points d'Elfe Sylvain. J'ai essayé de faire une armée plutôt lore basée autour de Durtu et de Nestra Aran qui défendent Ariel. Donc il y a Durtu, bien évidemment, à 385 points. C'est le seul seigneur de l'armée. C'est-à-dire que c'est aussi un mage, mais seulement de niveau 1 de la bête. Enfin, génial. En héros, j'ai 2 Amadriades niveau 1 de la vie. Et elles ne peuvent pas avoir d'autres équipements. J'ai également un capitaine Elfe Sylvain qui a le bouclier et la grande bannière. Parce qu'il me faut quand même une grande bannière. Donc, et bien entendu, j'ai mis Nestra et Aran sur leur dragon. Hein, sur Setin Har, je l'ai quasiment jamais joué. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner, cette triplette de personnages, Nestra, Aran et leur dragon, avec Durtu derrière. En unité de base, 2 x 19 dryades qui sont accompagnées de la madriade, ce qui fait que toutes les unités de combat d'Egor sont plus nombreuses que mes dryades. Ça va être drôle ça. J'ai mis 29 gardes éternels avec les boucliers, l'étendard, le musicien et le chef pour accompagner ma GB pour avoir un centre tenace dans ma ligne. J'ai mis 18 gardes Sylvain, voilà, avec 18 flèches empoisonnées parce qu'il me fallait un petit peu d'elfes archers, on est elfes Sylvain, et un musicien dedans. Donc c'est pas non plus beaucoup de tirs. J'ai mis 5 sœurs de l'épine avec le musicien parce qu'elles sont là pour apporter du niveau 2 en magie. Et vous avez compris que voilà, ma meilleure magie à 3200 points c'est niveau 2. Tout le reste c'est niveau 1. C'est dangereux mais je tente. Pour moi il n'y a que Ariel qui peut être magicienne surpuissante dans Athel Lorraine, surtout à ce moment-là. Donc mes 5 sœurs de l'épine, j'ai mis 6 lémures que j'avais testé lors du MST juste ici et j'ai été content de les avoir. Donc 6 lémures par contre là, ça tank plutôt bien. J'ai mis également bien évidemment au moins 5 cavaliers Kurnous avec bouclier, double arme, etc. Musicien, étendard, chef de régiment. Et j'ai mis pour finir 2 grands aigles et un homme arbre en racine étrangleuse pour terminer mon armée d'elfes Sylvain qui a donc en maximum de magie niveau 2. Contre beaucoup d'hommes bêtes qui sont magie niveau 4, etc., etc. Donc on va voir ce que ça va donner. Le déploiement, vous l'aurez assez rapidement en vision de photos. On a fait un petit peu un enregistrement un peu différent aussi. On va voir en termes de montage ce que ça va donner. J'ai peur parce que c'est mes elfes Sylvain. Ça me ferait vraiment chier que tout le monde meure. Mais voilà, j'aime cette bonne pression. La table entière est une forêt, c'est mon seul bonus. Le reste, il y a 600 points de plus pour mon adversaire. Il a un Morgur qui est fanbase. On va voir ce que ça va donner. Prions pour que la trame de la vie survive et que surtout que la première incarnation des vents pour combattre le chaos réussisse à arriver sur Terre. Sinon, on va vraiment être dans la mouise. Allez, c'est parti. Alors, pour le premier tour de cette partie, les hommes bêtes étant attaquants, ils ont bien sûr commencé la partie. Directement, Frametto a fait une avancée totale de son armée. Tout le monde a avancé en bonne et due forme. Seul le Sigor étant resté un petit peu en marche derrière pour pouvoir lancer son caillou. Il n'y a pas eu d'avant-garde de son côté comme de mon côté, vu que j'ai préféré charger directement après. Respectons la chasse sauvage pour la seule unité que j'ai. La magie des hommes bêtes fera un assez bon score, mais par contre je ferai 3 canalisations derrière, ce qui fait que tout ce qui sera tenté du côté des hommes bêtes sera échoué en termes de magie. Par contre, les tirs sont présents, vu qu'il a quand même quelques Ungor qu'il a mis en escalier les uns derrière les autres, vu qu'il les utilisera surtout pour marquer des points. Il tentera de tirer sur les Kurnous avec l'Ungor et échouera à blesser mes unités, tandis que le Sigor va tenter de balancer son caillou sur Nestra et Aran pour tenter surtout de one-shotter le dragon. Malheureusement pour Frametto, un incident de tir sera fait et le Sigor perdra un PV. Il n'y aura pas de corps à corps pour le premier tour des hommes bêtes. On enchaînera tout de suite après avec le mien. Le tour de mes elfes Sylvains sera presque aussi court en fait que celui des hommes bêtes. Je ne ferai qu'une seule charge, bien évidemment. Il a avancé ses Ungor à portée de charge de mes cavaliers sauvages de Kurnous. Sachant que je n'ai pas fait d'avant-garde, j'ai le droit de faire une charge avec ma cavalerie légère, qui réussira bien sûr. Derrière après, je vais vraiment rester sur place avec quasiment toute mon armée.
Je veux pas tenter de m'approcher pour surtout ne pas prendre de charge, c'est le plus important. Ce qui fait que je vais réorienter par contre ces Centigores pour qu'ils ne gênent pas mes Kurnous, qu'ils ne viennent pas prendre mes dryades de flanc ou quoi que ce soit, avec mon aigle de mon flanc droit, le reste de mon armée ne bougeant pas pour éviter d'avoir des malus au tir. À la magie, j'aurais beau avoir beaucoup de sorts, malheureusement, enfin beaucoup de vents de magie, je ne pourrai rien tenter ou le peu que je tenterai sera dissipé par Frametto. Malheureusement pour moi, je rappelle bien qu'il a un niveau 4 et moi, mon meilleur niveau c'est niveau 2. Je ne vais pas du tout avoir le monopole magique pendant cette partie. Les tirs par contre ne sont pas au fort pour les elfes sylvains, car les 18 tirs empoisonnés sur les minotaures derrière ne feront que 2 PV malheureusement. N'oublions pas qu'on est dans une forêt. Hein. Par contre, c'est Nestra et Rahan qui vont montrer leur puissance, véritablement. Nestra et Rahan, Nestra qui a des tirs empoisonnés, tirera également sur les minotaures et terminera le minotaure entamé par les gardes sylvains. Par contre, Arahan visera le Gorgon avec son tir quasi de baliste catapulte, entre guillemets, car elle fait un tir force 5, mais un des 6 PV. Elle va toucher, elle va blesser et elle va one-shot le Gorgon. Alors ça, par contre, ça fait très mal. En retour derrière, pour ce qui est des corps à corps, les corps à corps, idem. Il n'y en a qu'un seul, mais ça reste le rouleau compresseur de mon armée. Même si les Ungors ont maintenu leur position et tiré et ont tué un Kurnous sur le chemin de la charge, je vais oblitérer le régiment au corps à corps avant qu'il ne puisse me frapper. Et je vais même percer la ligne et réussir à impacter les Ungors qui sont derrière. La panique n'aura pas provoqué de perte du côté des Zombettes parce que les Centigores ont utilisé leur relance du chaos. Sinon, ils loupaient leur premier jet, était un tout petit peu trop loin de l'AGB. Bref, ça réussit de ce côté-là. Mes Kurnous ont percé la ligne au niveau des Ungors et l'aigle est là pour réorienter un petit peu les Centigores en attendant. Mais ce n'est qu'un premier tour. À la fin du premier tour, il dispose donc, notre cher Frametto, de toute son armée, sauf le Gorgon qui vient de mourir et un régiment de Ungors qui vient de mourir. Il va jeter pour chacun de ses Zombettes, chacune de ses unités, la corruption, tout simplement. Il est tout à 6+, il n'a rien du tout au-delà de la ligne médiane, donc il n'a rien à 5+. Il va tout jeter pour tenter de lui faire du 6. Morgur sur du 2. Morgur réussira sa corruption, bien sûr. Que les 6 bah, ça dit que c'était bien les 6. Oh non, il en a trop fait un. Oh non. Sur combien? Bah 10. 10 dés. Zéro corruption. J'aurais dû faire rouler un peu plus. Et Frametto ne fera aucun 6. Aïe, 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 aïe. Pas de 6. Donc là déjà je respire énormément à ce moment-là de la game. Tout de suite, dès le premier tour, une seule corruption est faite. Attention par contre, on n'est qu'au premier tour. Donc deuxième tour de la partie, les Zombettes vont charger. Et oui, hein, je n'ai pas bougé par contre, donc ils vont devoir faire des charges assez longues à chaque fois. Mais Frametto, comme il l'expliquait, même s'il loupe ses charges, il avancera de quelques pas, qui va le rapprocher de la ligne médiane, voire de la faire dépasser. Il va tenter une charge des Centigores sur l'aigle, elle sera réussie. Il va tenter la charge des Gors sur les Dryades, elle loupera. Les Minotaures sur les Sœurs de l'Épine, qui perdront un PV en tirant en riposte, mais louperont leur charge. Les autres Gors sur les Dryades louperont leur charge. Et les Bestigores et le char tentera de charger les lémurs et échouera également sa charge. Sur ces 5 charges, il va en louper 4. Terrible. Pour ce qui est des mouvements, les Ungors vont reformer avec le Sigor une ligne en suivant toutes les charges qui ont été manquées malheureusement. Et pareil pour les derniers petits régiments. Pour ce qui est de la magie, je ferai une canalisation. Il va tenter d'invoquer un Gorgon mais échouera derrière. Et il tentera une régression et échouera aussi. Vraiment, Frametto peut passer de magie dans les 2 premiers tours. Vous allez voir comme moi. Pour ce qui est des tirs, il n'a que le Sigor qui peut taper le dragon de Nestra et Rahan. Il fera un hit, ce coup-là, il a fait un incident tout à l'heure. Il fera un hit, il touchera le dragon, sauf que le dragon est un esprit de la forêt. Il a une invulnérable de 6 et je vais réussir mon invulnérable de 6. Aïe, 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 aïe. Tu ne les auras pas, Frametto, tu n'as pas le droit. Donc c'est assez terrible pour l'instant. Au corps à corps, vous imaginez bien que les Kurnous exploseront le 2e régiment également
de Ungor. Et vu que je viens de faire une charge irrésistible, même si je suis frénétique, je ne peux pas continuer à faire une autre charge irrésistible. Je vais donc reformer mon régiment parfaitement dans le dos du char. Qui va faire très très mal. De l'autre côté, par contre, le Grand Aigle contre les Centigores. Les Centigores qui, au début de la partie, ont jeté leur taux d'ébriété et ont eu plus 2 en initiative, donc exceptionnellement sobre, je crois, c'était ça. Ça nous a fait beaucoup rire. Je tuerai un Centigore, par contre, derrière après, je perdrai 2 PV sur l'Aigle. Je serai mis en fuite et rattrapé par les Centigores qui percent ma ligne et qui, eux, arrivent dans la zone à 5+. Donc, la table à la fin du tour 2 a l'air déjà à la fin du tour 2 des Hommes-Bêtes a bien avancé, mais il a loupé beaucoup de charges, ce qui fait que c'est mon tour, le tour 2 des Elfes Sylvains, et là j'ai reformé ma ligne, je suis prêt à contrecharger et je vais y aller bien sûr. La contrecharge des Elfes Sylvains, les Kurnous ainsi que les lémurs, les Kurnous vont charger le flanc du char, les lémurs et Durtu qui sort de la ligne vont charger l'énorme pack de Bestigor, chef homme-bête avec GB et Seigneur Minotaur. De l'autre côté, je tente le coup, mais les gardes éternels vont également charger le centre de la ligne avec les Gors. J'envoie également l'homme arbre sur les Gors de l'autre côté. Et pour le reste, eh bien, je temporise. Il n'y a que mes dernières dryades à côté de mes archers qui vont tenter de protéger un peu la ligne, d'avancer en tout cas pour charger les Gors. Même si malheureusement, je serai encore un peu trop loin. Je préfère qu'ils me chargent moi que charger mes archers. Donc voilà pour ce qui est de mes charges. Les mouvements, je reforme, comme j'ai expliqué, mes dryades. Pour ma magie, je place également mon aigle pour réorienter les minotaures. Pour ce qui est de la magie, je fais un 3 et 2, il y en aura une canalisation de bêtes, tout sera dissipé de toute façon, quoi que je fasse en termes de magie, encore une fois. Pour ce qui est des tirs, les gardes Sylvains vont tirer sur les minotaures et en tueront un. Nestra et Aran vont s'énerver à nouveau. Nestra tuera un minotaure en plus derrière avec ses nombreuses attaques empoisonnées et en blessera un autre, elle fait 4 empoisonnés directs. Par contre, Aran va bander son arc, viser le Sigor et elle le one-shot. Oh, c'est... Bonjour madame, ça fait quand même 2 monstres que vous encaissez toute seule. C'est pas mal. Donc déjà, elles sont rentabilisées. Quoi qu'il arrive, elles sont rentabilisées. Donc après, ces tirs qui sont quand même assez violents de la part de Nestra et Aran, les corps à corps. Donc les corps à corps, l'homme arbre contre les Gors, il va écraser 10 Gors et malgré la relance du chaos, ils ne lui feront rien. Mais ils vont rester, ils sont indomptables, ça tient sans vraiment de problème. Les gardes éternels contre les Gors, je vais tuer 6 Gors, parce que n'oubliez pas que je compte quand même dans des forêts, donc là j'ai beaucoup de bonus avec les gardes éternels, mais ça reste que des bonus de force 3, hein, donc c'est pas génial. Et derrière, là, Frametto va leur faire relancer ses blessés, bien sûr, vu qu'il a déjà la relance accordée par la fureur primitive. Et là, il va me buter 10 gardes éternels, ça fait quand même mal. Mais je vais réussir parce que je suis tenace par la garde éternelle et parce que j'avais ma GB aussi au milieu. Hein. Sinon, je perdais et je m'enfuyais déjà dès le premier test, mais j'ai la GB, je peux relancer et je réussis à tenir la ligne. Pour ce qui est du reste des corps à corps, bien sûr, l'ordre est important. Je tape d'abord avec mes cavaliers sauvages de Kurnous sur le char, que j'oblitère littéralement, je passe littéralement à travers et je suis frénétique. Je continue donc ma charge obligatoirement sur le flanc des Bestigors. Et c'est là que la grosse mêlée va se passer. Bestigor, Seigneur Minotaur, Chef Homme-Bête, Grande Bannière, contre Cavalier Sauvage de Kurnous, les murs et Durtu, bien sûr. Un défi sera lancé par Durtu, relevé par le Seigneur Minotaur, bien évidemment. Il y aura 16 Bestigors qui vont être arrachés, 3 Kurnous qui vont sauter par la violence des Bestigors, parce que n'oubliez pas qu'ils sont accompagnés d'un Seigneur Minotaur, ils ont 2 attaques, mais ils n'ont pas la fureur primitive. Il y aura d'ailleurs la relance du toucher réalisé par Frametto avec la prière au dieu du chaos du scénario. Donc il gagne une fureur primitive gratos, on va dire. Il y aura 5 PV enlevés dans les lémurs. Il y aura par contre le défi, après qui va se passer. Le Seigneur Minotaur va arracher 2 PV à Durtu. Et ça fait quand même très très mal. Par contre après Durtu va one-shot le Seigneur Minotaur. Incroyable. Sur les 5 blessures sur les 5 touches que je lui fais, sur les 6 touches que je lui fais, je fais 5 blessures. Ça c'est pas trop mal. Enduit de 4 ou
5, je pense. 5. 5. Ok, c'est du 3+. C'est du 3+, par contre, t'as aucune armure et aucune invue sur ce perso. De toute façon, Combien il a de PV? Il en a 4? 5. Ouais, il va survivre. 1 PV en moins. 2 PV en moins. 4. Oh non, mais c'est pas possible! Oh là là! Je crois qu'il a pas survécu. Oh, la pile, hein. J'ai fait pile poil 5. Ouais. 5 blessures, son armure saute directement vu qu'il n'a rien d'autre, il est tout nu ce Seigneur Minotaur. Mais 2 PV sortis sur Durtu, le Seigneur Minotaur est one shot. Mais ce n'est pas grave pour les Bestigors, car les Bestigors sont tenaces grâce au chef Hombet, grande bannière qui était avec eux, qui n'a pas eu de dégâts. Ils resteront sur place, bien sûr. Ouf. Mais bon, voilà, ça a fait bien mal. Ça a fait bien mal à ce moment-là de la game. Tout est tanké par les Hombets. Littéralement tout. Hein. Tout est tanké par les Hombets. Mais c'est une sacrée surprise de voir ce régiment de Bestigors encaisser tout ça. J'ai quand même 3 régiments dessus, plus avec un seigneur légendaire, et ça tank. Ils ont pris quand même très très cher. Donc la fin du tour 2 est là. Corruption. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a de la corruption ou pas? Et la corruption n'est pas géniale. Morgur donne 1 point. Directement, on passe à 2. Et Frametto ne va faire qu'un seul 6. Ces Centigores ne feront pas de 5. Il n'est qu'à 3 points de corruption à la fin du tour 2. Moyen, moyen. Donc tour 3 des Hombets, les contre-charges, bien sûr qu'on y va, hein, les contre-charges. Les Minotaurs chargent l'aigle qui est là pour les réorienter pour qu'ils ne puissent pas venir taper l'homme arbre. Les Gors avec le chaman niveau 4 chargent en effet les Dryades qui sont à portée, bien évidemment. Et c'est surtout, on avait un petit peu oublié ça dans le tour d'avant, il y avait 2 enfants du chaos qui avaient été popés sur les 2 tours d'avant. On avait oublié de les mettre sur la table, donc ils ont été mis devant les Ungors de Morgur, en ayant tué 2 Ungors de son côté. Et il va tenter de faire une marche pour aller charger pour aller faire un mouvement aléatoire sur les archers. Malheureusement, il est tout assez court. Donc il ne pourra pas aller très très loin. Et là déjà en termes de charge, il n'a plus grand chose à faire, notre cher Frametto. En mouvement, il reforme ses Centigores pour venir voir le dos des Dryades, en espérant que le reste de sa ligne tienne. À la magie, il fait un assez bon score avec une petite canalisation. Et en fait, il va lancer l'élan bestial 2 fois sur les Ungors de Morgur pour qu'ils avancent au maximum pour faire popper aussi également un autre enfant du chaos au niveau de la ligne où se trouvait Durtu quelques temps avant. Donc ça commence à faire popper de partout, ce qui fait qu'il fait popper des enfants du chaos dans la zone qui marche très très bien pour marquer beaucoup de points. Ça commence à faire très très mal et très très peur. Ce qui fait qu'après au tir, il n'a plus rien, il n'a plus de Sigor, il n'a plus rien du tout. Et il ne tente pas de faire une invocation. Ce qui fait qu'au corps à corps, l'homme arbre contre les gors, bon alors là ça ne change pas grand chose. Il y a un PV quand même d'enlever sur mon homme arbre, mais il y a 6 gors d'écrasés, les gors ne bougent pas. Les Minotaurs vont one-shot l'aigle sans vraiment de négociation, en perdant quand même un petit PV derrière après. Hein. Donc ils redescendent je crois à 3 ou 2 Minotaurs, hein, parce que les tirs leur ont fait très très mal. Il reste plus, je crois que oui en effet 2 Minotaurs. Et derrière après, c'est le gros fight, les Amadriades, les Dryades Amadriades contre les Gors. Il y aura 5 Gors de tués, une seule Dryade de perdu derrière. Donc franchement, je m'en sors plutôt bien. Je fais des très bonnes invulnérables 6. Et c'est le gros fight. Bien sûr, c'est le gros fight final. L'AGB Hombet va lancer un défi contre Durtu. Durtu va le relever à nouveau. Et derrière après, les Bestigors vont tous mourir. Tous mourir sans aucune pitié, en finissant un lémur qui était blessé de mémoire, donc il reste plus que 5 lémurs. Mais derrière, c'est le défi. Chef Hombet contre Durtu. Est-ce qu'il va rester à 1 PV et survivre? Non, malheureusement non pour lui. Par contre, il frappe avant Durtu. Il va arracher également 2 PV à Durtu, qui ne descend plus qu'à 2 PV. Il commence à être très fatigué, Durtu, d'avoir affronté 2 généraux Hombet. Par contre, après, il va écraser l'Hombet et annihiler le régiment de Bestigor, Seigneur Hombet, enfin Héros Hombet et Seigneur Minotaur, reformant ainsi, vu que je suis en charge agressive avec les Kurnous, je suis obligé de me reformer aussi, les lémurs, Durtu et le cavalier sauvage de Kurnous, parce que avec l'élan bestial, Ungrol 4 cornes, les Ungor et les Morgur sont devant le chêne des âges. Heureusement, je peux me reformer à la fin du tour 3 des Hombets.
Dernière petite chose assez intéressante quand même à la fin du tour 3 des Umbet, c'est le corps à corps garde éternelle contre Umbet Gore. Et là c'est terrible, mais les Gore vont s'enfuir. Les Gore vont s'enfuir, ils ne vont faire que 4 touches blessées. Et derrière, les Gore vont perdre beaucoup plus de troupes, ils vont s'enfuir. Je les rattraperai et les mangerai à la fin de cette game. Ça va être à la fin de ce tour. De ce tour 3 des Umbet. C'est terrible, hein, c'est terrible, mais ça se passe comme ça. Pas trop le choix. Pas trop le choix. Donc, je peux me reformer après, à mon tour 3. Mon tour 3, bah, c'est les charges avant les reformations. Durtu tente une charge sur le flanc de Morgur avec ses Ungor. Il l'a réussi. Les lémurs tentent de charger l'enfant du chaos qui vient de popper dans ma zone. Ils vont réussir à le charger. Les dryades ne vont pas tenter le coup parce que sinon elles gêneraient les lémurs, etc. Elles restent en position. Et c'est surtout l'autre, la charge abyssale du fond des âges, du cavalier sauvage de Kurnous qui va tenter de venir charger de flanc les 4 Centigores qui sont présents. Et il va réussir sa charge. Incroyable, le gars, il est inarrêtable. Pour ce qui est après du reste des charges, c'est Nestra et Rahan qui vont charger l'enfant du chaos pour protéger en fait surtout les archers qui vont devoir concentrer leur tir dessus pour tenter d'annihiler cette menace. Les gardes éternels vont se reformer, bien évidemment hors des bois qui étaient des bois de la folie, je crois. Et les sœurs du crépuscule qui commencent un petit peu à faire toute leur cavalerie légère et à reformer tout ça, qui était déjà passé derrière la ligne des Umbet autour d'eux, se remobilisent pour être apporté peut-être d'une petite phase de magie intéressante pour Durtu et avec de l'attribut du domaine de la vie, de au moins lui redonner un PV. Pour ce qui est de la magie, je ne vais rien passer. Absolument rien passer. C'est assez terrible, mais rien ne se passe d'intéressant, entre guillemets. Et les tirs, les tirs de mes 18 gardes éternels, de gardes sylvains sur un enfant du chaos à 3 PV, je vais lui retirer que 2 PV. Donc il est à 1 PV, il pourra me charger. C'est assez dur, c'est assez dur. Donc corps à corps, les corps à corps du tour 3 des elfes sylvains, les Gors contre l'homme arbre, il va ne rester plus que 6 Gors face à l'homme arbre qui aura reperdu un autre PV, mais écoutez, c'est tolérable entre guillemets. Par contre, c'est les Dryades et la Madryade contre les Gors avec le chaman niveau 4. Je ne vais tuer que 3 Gors, il va me buter. À ce moment-là, par contre, il va se venger. Il va me tuer 7 Dryades. Je vais m'enfuir et il va réorienter son régiment pour venir charger justement, bien évidemment, les gardes éternels, les gardes sylvains qui sont derrière. Par contre, c'est le corps à corps également enfant du chaos contre les lémurs. Je ne vais tuer que 2 PV dans l'enfant du chaos, ce qui fait que les lémurs vont être tankés et même un autre va être tué, va être blessé, malheureusement il ne restait plus beaucoup de PV, par l'enfant du chaos qui est indémoralisable et donc qui va tenir la ligne sans aucun problème. Ça c'est vraiment volé par contre. Par contre, je me venge sur un autre vol. Le cavalier sauvage de Kurnous va one-shot les 4 cavaliers Centigores. Si ça, c'est pas du vol aussi. Ça, c'est vraiment un vol inqualifiable. Et enfin, c'est Durtu, bien évidemment. Durtu, bien évidemment, contre les Ungor. Oui, ça c'est sûr que ça va être assez compliqué. Bon, j'ai pas parlé de Nestra et Rahan qui ont wipé leur enfant du chaos au corps à corps, mais voilà, ça c'est obligatoire. Qui a d'ailleurs reformé ce régiment. Je ne suis pas parti en charge irrésistible dans les Gors derrière, parce que j'avais un peu peur qu'au nombre d'attaques qui me tombent à Nestra et Rahan, parce que oui, n'oubliez pas qu'elles peuvent seulement mourir ensemble, mais s'ils les tuent dans la même phase, ça peut être dangereux. Sachant que son enfant du chaos avait déjà extrêmement affaibli Nestra et Rahan. Je crois qu'il avait tué Rahan à ce moment-là au corps à corps. Donc j'ai préféré ne pas partir en charge irré et perdre Nestra et donc perdre les sœurs du crépuscule. J'ai préféré temporiser. Et enfin le face à face, Durtu contre les Ungor. Qui c'est qui se met face à Durtu? C'est Ungroll 4 cornes. Ungroll 4 cornes qui se sent plus pissé, qui fait « Ah, je vais te tuer, Durtu !» Non. Il lui fera rien malgré... il n'utilise même pas les relances maintenant. Il lui fera absolument rien malheureusement à Durtu et il sera écrasé et détruit par Durtu, mais ils sont indomptables. Commandement de Morgur et les Ungor ne bougent pas. Donc fin du tour 3. Il y a un enfant du chaos dans ma zone, il y a tout le reste des Umbet encore en vie. Pour ce qui reste en vie, parce que j'ai fait extrêmement mal à ce moment-là de la game à mon adversaire. Il n'y aura qu'un seul point de corruption de fait. Un seul, c'est celui de Morgur. Tout le reste, Frametto ne fait aucun 5, aucun 4. C'est une
aberration de ce qui se passe en termes de stats sur ces jets. Je vous jure, on a enregistré la partie. Hein, malheureusement, bon, la caméra n'est pas géniale, mais vraiment les jets de Frametto sont à chier. Ils sont immondes. L'Egor, c'est 4 plus. 5 plus. T'es pas dans ma zone de déploiement. Ouais, donc c'est 5 plus. là-bas, c'est 5 plus. Maintenant, il n'y a plus les mondes et plus personne derrière. C'est 5, 2. Et 2. Et Ah oui, et lui, oui. 4 lui, non? Et 4 lui, ouais. Donc attends, 5, 5, 5 déjà. Non. T'as un autre enfant du chaos à 5. Non plus. Oh, putain, mais t'as la chance. 2. Oui. Et lui, on a dit, c'est pas 2 du coup. Celui-là, c'est 4. C'est Morgur qui fait toujours 2. Eh ben. Qu'une seule, hein, putain. Donc, je me sens plutôt bien. Je suis plutôt confiant pour le début du tour 4. Est-ce que ça va être bon? Donc début du tour 4, ben, les mouvements bien évidemment des enfants du chaos, vu qu'il y a quasiment tout en charge ou pas ou presque, la charge des gores sur les archers bien sûr, qui seront ralliés avec, ajoutés avec la charge de l'enfant du chaos en marche aléatoire. Les minotaures sont toujours un peu dans la pampa, ils se font balader les uns les autres en mouvement, pardon, je veux dire. Pour ce qui est des restes de la magie va être assez bonne pour les hommes bêtes. Ils vont réussir à faire popper un Sigor en irrésistible. Et ça change beaucoup de choses en termes de games. Ils le font bien sûr popper, évidemment, dans ma zone de déploiement, parce qu'il peut le faire arriver de n'importe quel bord de la table. Au tir, le Sigor qui vient d'arriver vise Nestra Yaran, bien sûr, et va dévier de 4, va toucher l'enfant du chaos et les gardes Sylvains qui sont au contact... qui viennent de charger les uns les autres. Et il va tuer 5 gardes de Sylvain, mais aussi il va tuer l'enfant du chaos qui était là. Donc c'est très joli, mais bien joué. Donc le tir est pas très bien calibré sur Nestraran, mais tuera quand même des elfes et l'enfant du chaos. Mais est-ce que c'est grave? Et enfin au corps à corps, les 6 gores qui affrontent l'homme arbre qui est derrière, là par contre il reste plus qu'un seul gore qui va se mettre en fuite et qui ne sera pas rattrapé d'ailleurs. Hein. Ce qui fait que le marbre va partir un peu trop loin. J'aurais peut-être dû rester sur ma position. Mais bon, s'il le rallie sur un double 1, il peut toujours tenter de corrompre. Donc je voulais essayer de le tuer. Les gores contre les gardes Sylvains. Alors là, par contre, je crois que je fais qu'un seul kill et lui m'en fait 6. Je vais m'enfuir. Et lui va me poursuivre, me rattraper même d'ailleurs. Et va rentrer dans ma zone de déploiement, bien sûr, avec ces minotaures qui sont également dans ma zone de déploiement. Ça commence à faire beaucoup de monde. Morgur a fait popper, bien sûr, encore, j'ai oublié d'en parler, mais il a fait popper un autre enfant du chaos durant cette phase de magie. Un Sigor, un enfant du chaos, ça commence à faire beaucoup dans ma zone. Ça va faire beaucoup de jets là, embêtants, entre guillemets. L'enfant du chaos contre les lémurs, là par contre, il va mourir, faut arrêter les conneries. Et c'est le moment du face-à-face. Morgur contre Durtu, bien sûr. Morgur qui est violent, Morgur qui est très 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 violent maintenant avec cette version. 4 attaques, empoisonné, force 5. En face c'est Durtu quand même, c'est quand même pas n'importe qui. Morgur va blesser 2 fois Durtu. Je n'ai plus que 2 PV sur Durtu. Mon force 5, ça me descend mon armure à 5. J'en sauve une. Il me faut un seul 6 pour le sauver. Moi, pour moi il est mort. Pour moi, non. J'arrête pas depuis tout à l'heure. Un PV. Je le savais. Oh putain de merde. Je le voyais tellement mort. Je le savais, c'était sûr. Donc je ne meurs pas, parce que Morgur tape tout avant. Il a une grosse initiative par rapport à Durtu. Donc Durtu survit à 1 PV à ce défi. Je vais mettre toutes mes attaques plus le piétinement furieux dans la tronche de Morgur vu qu'on est en défi. Et avec sa régénération, Morgur va tout régénérer sauf 1 PV. On s'enlève donc chacun 1 PV lors de ce défi. Wow. Ça par contre, ça fait très 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 peur. Ça fait très 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 peur.
Donc, à mon tour 4, le tour 4 de mes elfes sylvains, mon cavalier sauvage de Kurnous est parti dans la pampa en passant à travers les Santigors magnifiquement. Il ne peut pas aller charger le Sigor qui vient popper. Je retourne donc mes dryades pour menacer cette zone, bien évidemment. En charge, bon alors là c'est non. Hein. On va aller sauver Durtu parce qu'il a plus qu'un PV, je le rappelle. Garde éternelle, les murs et Nestra Erahan chargent les derniers Ungor. Malheureusement, je ne pourrais pas taper Morgur, il est en défi. Et derrière, après, en mouvement, je fais rabattre mes sorts du crépuscule pour menacer les Minotaurs, leur tirer dessus, mais surtout pour faire de la magie de la vie à portée de Durtu, bien évidemment, et tenter de lui redonner des PV. À la magie, je vais réussir 2 sorts de la vie, un de mon Amadriade qui est derrière et un de mes sorts du crépuscule qui vont mettre les boucliers de ronce sur les gardes éternelles. Ce qui fait que Durtu va remonter à 3 PV. Ça me va déjà un petit peu mieux, hein, on va pas se mentir, ça me va déjà un petit peu mieux. Ça me stabilise, on va dire, le défi pour ce tour-là. Ça tank les elfes sylvains quand on peut avec des hommes arbres. Pour ce qui est des tirs, j'ai plus rien vu que Nestra et Erahan sont au corps à corps. Ça va vite. Et le fameux corps à corps qui en est qu'un seul au final lors de cette fin de tour 4. Bon, garde éternelle, Nestra et Erahan plus un dragon, plus les lémurs sur des Ungor. Bon, t'auras beau être Ungor, là ça suffit pas. Ils sont tous annihilés, littéralement. Et le défi va se refaire. Défi Morgur contre Durtu. Durtu va encore perdre un PV face à Morgur, parce que je réussis une autre invulnérable de 6+. Et Durtu, avec toutes les attaques qu'il peut mettre et le piétinement furieux sur Morgur, il va lui retirer qu'un seul PV encore. Je retombe donc à 2 PV et Morgur n'est plus qu'à 1 PV à la fin du tour 4. La fin du tour 4, on en est à 4 points de corruption seulement pour les hommes bêtes. Et ils n'ont plus beaucoup d'unités sur la table, mais ils ont tout en corruption 4+, ou 2+ avec Morgur. Morgur va avoir sa corruption 4+, 2+ sans aucun problème. Et là, on va monter à 8 points de corruption d'un coup. Ah. Alors 8 points de corruption, ça fait peur parce qu'on est à 1 point du palier. On est à 1 point du palier où le moindre mort comptera définitivement. Ça me fait on a passé le 6, mais tous les héros que je pourrais perdre là ne pourront plus être relevés. Et on est à 1 point que si Durtu meurt, il ne peut plus revenir du tout. Sachant qu'il restera un tour et j'aurai pas de quoi m'occuper de tout le reste. Donc, malheureusement, espérons que Durtu survive. Donc, tour 5 des hommes bêtes. Tour 5 des hommes bêtes, le chaman niveau 4 est toujours présent sur la table, même si l'autre chaman niveau 2 est mort. La magie, les mouvements et les charges, il n'y a rien de fait. Il n'y a rien de tenté, absolument rien. L'enfant du chaos va rester. En plus, je crois qu'il fait un score pourri en termes de mouvement. Le Sigor ne tentera pas la charge sur les dryades. Les Gors et les Minotaurs resteront sur place pour ne pas se faire wiper au corps à corps parce que tout le reste est encaissé au centre devant le chêne. Par contre, à la magie, les vents soufflent très fort, très fort. Morgur fait popper encore un autre enfant du chaos. Et les hommes bêtes ont 2 sorts. Frametto réussit à invoquer un Gorgon sur la table à nouveau avec l'incarnation de le sort le plus puissant des hommes bêtes de la sauvagerie. Donc il gagne à nouveau un monstre dans ma zone de déploiement. Ça fait très peur. Et enfin, il tente le sort qui donne plus 1 des 6 attaques et 1 des 6 de force à Morgur. Et il le passe en irrésistible. Il perd un petit PV sur son chaman, mais il s'en fout complètement. Il réussit à passer Morgur à 6 attaques, force 10. Aïe, 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 aïe. Non, pas comme ça. Pas comme ça. C'est terrible, c'est terrible. Ce qui fait que, corps à corps direct, le défi, Durtu contre Morgur exalté à force 10, 6 attaques. Morgur tape avant, je n'ai plus que 2 PV sur Durtu. Et Morgur tuera Durtu. C'est la fin du tour des hommes bêtes. Il n'y a aucune panique de mon côté et heureusement. C'est le début du tour 5 des elfes sylvains. Nestra et Erahan viennent de voir mourir sous leurs yeux Durtu. Elles attaquent Morgur. Elles frappent en premier.
il n'a plus qu'un seul PV. Et elles l'abattent, terminant le tour directement. J'ai rien fait d'autre, hein, pas de magie, pas de tir, rien du tout. J'ai juste voulu tuer Morgur pour venger la mort de Durtu. La partie est donc finie, parce que Ungroll Catcorn et Morgur sont morts. Il reste un enfant du chaos, un Gorgon, un régiment de Gore avec le chaman niveau 4, un seul Minotaure et le Sigor. Il doit faire 1, 2, 3, il doit faire un perfect, je crois, à 4+, pour faire et gagner le scénario, même si Morgur est mort. Et il va faire 10 points de corruption au lieu de 12. Ce qui fait que le scénario est sauvé par les elfes sylvains. Mais par contre, le cap des 9 points de corruption est passé. Durtu est mort pour de bon. On est au tour 5, Morgur est mort, Ungroll Catcorn est mort, la corruption n'est pas arrivée à son stade, le chêne des âges s'ouvre et la reine éternelle des hauts elfes disparaît pour l'éternité. Elle vient de fusionner avec Ariel. Et Ariel, fin des temps de la chaîne Warhammer Made by Amateur, pop sur la table et abat la toute-puissance de la vie sur les hommes bêtes. On a l'incarnation d'Isha sur Terre, on a Ariel exalté, mais on vient de perdre Durtu. Dur, très dur. Donc, voilà cette bataille vénère. Alors, on a fait un résumé de 30 minutes parce que j'ai voulu tenter un petit peu un autre montage sans vous faire voir la... On avait filmé en fait en version presque verticale comme on le faisait, vous savez, où on voit toujours les unités les bouger les unes après les autres. Mais vu que c'est plus presque en narratif hein, maintenant les fins des temps, parce que là c'est du 4000 points, donc sinon le rapport de bataille aurait duré super longtemps. J'ai voulu tester ça comme ça. Vous me direz en commentaire si ça vous a plu, ou en tout cas si la partie déjà de base vous a plu. Elfes Sylvains bête, super violent. Hein. Super violent, les Elfes Sylvains c'est incroyable, mais j'adore cette armée. Elle est trop bien. Elle est trop bien. Nestra Eran. Oh là 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 là, Nestra Eran quoi. Quelle puissance quoi. En base tir, ultra violent, les tirs empoisonnés, force 1 hein, de Nestra, mais empoisonné contre du Minotaur, ça fait super mal. Je crois qu'elle a buté toute seule 3 Minotaurs, voire 4. Aran, alors Aran, elle a one shot un Sigor, one shot un Gorgon. Voilà. Bonjour. Les dés au tir étaient avec moi pour Nestra Eran, c'est sûr. Par contre, mes gardes Sylvains ont quasiment rien fait de la partie. Donc voilà, on va pas se mentir, j'ai compensé mes tirs Elfes Sylvains avec Nestra Eran. La charge finale qui tue Morgur à 1 PV, hein, à 1 PV. Elles auraient pu louper leur charge, mais elles l'ont réussi. Incroyable Nestra Eran. Franchement, elle sauve la game. Elle sauve vraiment la game. Hein. Sinon, on n'aurait pas gagné. Le reste de la létalité, bah, c'est bien sûr le Kurnus. Le pack de Kurnus, les 5 qui tuent les Ungor, le char, qui abat la moitié ou voire les 3 quarts des Bestigors et qui font le vol de tuer les Centigors à la fin. Ça, c'est très beau. Vraiment, j'avais vu au MST un Mondial Sexy Tournament de Quentin, le pack Lémur avec un pack de Kurnus. Les Lémurs que j'ai envoyés dans les Bestigors pour les tanker et les Kurnus qui arrivent de flanc, c'est monstrueux. Hein. Jouez ça si vous jouez Elfes Sylvains. La technique du marteau et de l'enclume fonctionne très bien. Bon, ma magie par contre à chier. Hein. J'ai été nul à la magie. J'ai rien pu passer quasiment. Les seuls sorts que j'ai pu passer à la magie de la vie, c'est parce que je les ai spammés en fait. Donc très dur pour moi la magie. Par contre là ça a vraiment été pour Frametto et ses hommes bêtes. Et franchement, il n'a pas eu de chance sur ses jets de corruption. Vraiment, il a vraiment pas eu de chance. Je crois qu'il en jetait 14 au premier tour et il a fait aucun 6 sur 14 dés ou 12 dés je crois, un truc comme ça. Ça a été un peu aberrant là le premier tour. Il aurait dû me mettre une pression et surtout il finit avec 10 points de corruption je crois à la fin. Donc il a même pas tout fini alors que Morgur a été presque winrat directement en faisant popper en plus des enfants du chaos. Donc vraiment on s'était dit un 12 ça va être trop facile en fait, tu vas gagner beaucoup trop facilement. Bah au final non, il n'a pas gagné. Bon, on aurait eu un tour de plus, il aurait gagné, il aurait eu le 12+, mais quand même, très sympa cette partie, très sympa. La fin des temps donc, incroyable, mais
l'attaque névralgique et centraliser les hommes bêtes sur Ateldoren, ben, n'aura pas empêché le rituel. Mais quand même, Durtu est mort. Durtu est mort. Définitivement, désolé les fans de Durtu, mais il est mort. La corruption est arrivée à plus de 9 points. Donc, Ariel, vous imaginez maintenant le personnage d'Ariel. Ariel à l'Ariel qui viennent de fusionner. Ariel, protectrice de Ateldoren, vient de voir mourir sous ses yeux Durtu. Durtu est mort en la défendant, alors que Alariel était censé venir payer une dette là. Donc, best bro, Durtu, bravo. Il a quand même buté un Seigneur Minotaur en one by one, un chef homme bête en one by one, un Groll 4 cornes en one by one. Il a extrêmement affaibli Morgur pour que Nestraran finisse par le tuer. Par contre, Morgur, c'est Morgur. C'est-à-dire, il est mort, certes, mais il va revenir. C'est Morgur. Pour moi, là, c'est sûr que Morgur, il revient. Pour moi, c'est sûr que Morgur, il ne reviendra pas tout de suite. Attention, il s'est fait défoncer, mais il va revenir parce que c'est le but de Morgur. Et je pense qu'il reviendra en exalté, parce qu'il a quand même réussi à tuer Durtu. Donc, techniquement, le chaos va un peu le récompenser, mais pas trop. Mais pas trop. Bref, Ungroll 4 cornes est mort. Par contre, lui aussi, désolé, mais c'était le petit clin d'œil de mettre Ungroll 4 cornes. Mais bon, ça y est, c'est officiel. La première incarnation du bien vient de popper. L'incarnation du vent de la vie. Est-ce que ça va suffire? Parce que si à chaque bataille on perd des seigneurs comme Durtu, comme Gelt ou des trucs comme ça, ça va commencer à faire très très vite mal dans le côté du bien. Donc en espérant que cette fin des temps vous plaise et qu'elle vous motive, nous elle nous motive énormément sur la chaîne. Donc on se revoit bientôt pour une nouvelle bataille cataclysmique de la fin des temps. Portez-vous bien. Prochaine partie on fera sur la chaîne, c'est une bonne bâche prévue, vous inquiétez pas, on va arrêter de faire un peu des parties de fin des temps où les héros meurent pour de bon. J'espère que vous serez là, n'hésitez pas à continuer à nous soutenir, on en a grandement besoin. Et on se revoit bientôt sur Twitch ou sur YouTube. Portez-vous bien. Ciao.